Bonjour tout le monde. Bonjour, alors j'essaye de faire une réunion Teams pour voir si ça fonctionne. Vous enregistrer cette vidéo, veuillez informer les participants d'enregistrement. Bref, ignorez ça. Alors, bienvenue au premier cours de pédologie que j'appelle la boue sur les sols, pédologie première partie. Alors, ce que je vous présente ici, ce que j'enregistre, c'est ce qui est déjà sur Léa, c'est le PDF qui reste sur la fin de la session. Bref, je vais me chronométrer 20 minutes pour essayer de limiter le plus possible. Alors, sans plus tarder, let's start la pédologie pour les amis. Ça fait que j'espère que vous allez bien. Alors, je commence en vous montrant ici l'avancée maximale des glaciers sur l'Amérique du Nord, sur le Québec, juste pour que vous compreniez que la grande majorité des sols du Québec origine de la glaciation. Et puis, c'est une fois que les glaciers se sont retirés comme tels, qui ont fondu, que les sols sont apparus. Il faut comprendre que les sols du Québec, du sud du Québec, ils ont à peu près au maximum 15 000 ans. Et puis, ils sont plus jeunes dans le nord parce qu'ils ont été déglacés un peu plus tard. Fait que les sols sont apparus un peu plus tard. Fait que grosso modo, c'est ça. Ça fait qu'il faut, quand on parle des sols du Québec, on n'a pas le choix, ou des sols du Canada, on n'a pas le choix de parler de glaciation et de till, tout simplement. Fait que les dépôts superficiels qu'on va retrouver, si je faisais un lien avec ce qu'on avait déjà vu, c'est certains dépôts lacustres qui sont dus à des lacs proglaciaires qu'on va retrouver au front comme tel des glaciers, ou des dépôts superficiels marins qu'on retrouve, qui ont été dû à l'avancée de l'océan Atlantique dans le fleuve Saint-Laurent, la mer de Champlain pour ne pas la nommer, puis le golfe de la Flamme dans la région du lac Saint-Jean. Fait qu'ils vont en laisser des dépôts argileux, surtout marins, dans ces zones-là. Je vous mets ici la table des matières de votre point écologique que vous avez eu gratuitement cette année. Alors, si vous regardez la partie 3, là, la partie 3, la caractéristique topographique, c'est surtout la caractérisation des stations comme telles sur le terrain. Mais si vous regardez 3.3, c'est toutes les caractéristiques du sol. Ça fait que je vous recommanderais d'aller le feuilleter, d'aller le voir, de le re-regarder. Gênez-vous pas, mettez-le à côté de votre bol de toilette, puis vous allez tout le temps l'avoir sous la main pour le feuilleter. Surtout cette partie-là, comme vous le voyez, des caractéristiques des sols. 3.4 aussi, dépôt de drainage. 3.5, description du profil de sol qui est super important. Ça fait qu'au moins jusqu'à la page 50, n'hésitez pas à aller le regarder. Quand je dis au moins, parce qu'on a aussi, si vous regardez dans les annexes, l'annexe 1, c'est les dépôts de surface, mais l'annexe 2 concerne la description des sols. Fait qu'hésitez pas à aller le regarder, ça va faire un bon complément à la présentation que je vous fais là, puis vous allez l'avoir à vie aussi. C'est ce qu'on utilise le plus possible pour caractériser les horizons minéraux, organiques, la texture des sols et ainsi de suite. Donc, si vous regardez, si je revenais à la toute fin, mais si on regarde en majorité au Québec, les sols originent des dépôts glaciaires, que c'est cette zone grise-là ou bleue-là, quelques dépôts marins et quelques dépôts glaciaux lacustres des lacs qu'on retrouvait en avant des glaciers aussi. Ça fait que c'était juste pour vous mettre en contexte. Ça fait que si on commence maintenant la pédologie, la science des sols, alors bâtissons votre vocabulaire. C'est quoi un sol? C'est un corps naturel différentiel en horizon ou en couche, constitué de minéraux, donc de roches, et de matière organique, donc d'éléments vivants qu'on trouve en surface. Quand je dis matière organique, c'est des branches, des feuilles, des écorces, des racines, des aiguilles, des fesses d'animaux, des animaux morts, ainsi de suite. Tout, c'est ce qui est la matière organique. Habituellement, c'est immeuble, pour dire que c'est mou, qu'on peut creuser dedans. Pardon. C'est que si on continuait, quand je dis un corps naturel, il faut absolument que ça soit naturel. Des déchets de mine, une montagne de déchets de mine, c'est pas un sol selon la description de la Commission canadienne de pédologie. C'est des déchets de mine, tout simplement. Il faut que ça soit naturel, avec des couches bien définies, faites de roches et de matière organique.
c'est au moins 10 cm d'épais, puis capable de supporter la croissance des plantes. Fait que c'est quand que je parle de regarder des déchets de mine à Rouyn-Noranda, c'est souvent pas végétalisé, parce que c'est pas capable de supporter la croissance des plantes. Pourquoi? Parce que les déchets sont souvent, les déchets de mine sont souvent comportent des minéraux en concentration toxique pour les plantes, ce qui empêche la croissance végétale. C'est les résultats d'un ensemble de processus, du climat, du substrat minéral, autrement dit, il y a des dépôts superficiels, puis du monde vivant qui sont ensemble. Je vous présente ça. Fait que la pédologie, c'est la science qui étudie les sols, puis la pédogénèse, c'est la formation d'un sol, c'est l'ensemble des processus responsables du développement puis de l'évolution d'un sol. Autrement dit, un sol, c'est un ensemble naturel, synthétisé sous forme de couches à partir d'un mélange de fractions minérales plus ou moins cassées en morceaux, puis de matière organique en décomposition qui recouvre une fine couche de la terre et qui fournit deux choses. Un support mécanique aux plantes, ça permet l'enracinement puis qu'ils restent bien plantés là, puis en plus un support nutritif. Le sol qui fournit les éléments nutritifs à la croissance des plantes. Vous avez un schéma ici qui présente c'est quoi un sol et c'est quoi un non-sol, qui résume à peu près toutes les caractéristiques énumérées précédemment. Ça fait que pour avoir un sol, ça prend deux étapes. Une phase destructive pour créer la roche-mère, la roche sur laquelle le sol va se former, et puis la phase constructive. Fait que la création de la roche-mère, on peut avoir différents types de roche-mère. On peut avoir une roche-mère résiduelle minérale. Là, si je vous montrais une roche en place qui est là, mettons le bouquet canadien, les Appalaches, les roches qui sont en dessous. Mais s'il y a de l'eau qui s'infiltre, ça va les casser en petits morceaux. Donc, on va avoir des roches résiduelles minérales qui viennent de la roche qui est là. Il faut comprendre que c'est rarement le cas au Québec. La grande majorité des roches-mères sont des roches de drift. Les roches de drift, ce sont les tilles, les dépôts laissés par les glaciers, qui soient des dépôts glaciolacustres ou autres, c'est des dépôts de drift. Fait que toutes les moraines, ce sont des dépôts de drift. Fait que résiduel minéral, c'est ça que je vous ai dessiné. Colluvial, ça va être des amas de telles roches là, qui déboulent et qui se ramassent dans le bas des pentes, créées par la gravité. Alluvial, mais c'est des alluvions. C'est des dépôts qu'on retrouve dans le fond des cours d'eau. Fait qu'imaginez une rivière ou un ruisseau qui change de place, qui bouge, qui laisse ce qui était sous l'eau maintenant à l'air libre, ça va devenir un sol, mais dans ce cas-là, la roche-mère va être alluviale. Organique, ça va être des tourbières comme telles, ou éoliennes, des dunes créées par le vent. Mais la grande majorité, comme je le répète, c'est des drifts. Fait que la phase destructive, c'est une phase qui résulte de l'action combinée de l'air, de l'eau et du vent, qu'on appelle les paramètres physiques ou les paramètres climatiques, plus toutes les réactions chimiques qu'on y retrouve, les paramètres chimiques qui évoluent un avec l'autre, avec les précipitations acides de tous les produits qui tombent dessus, plus les plantes inférieures, les racines, les plantes supérieures, puis les micro-organismes fouisseurs, les paramètres biologiques. Pensez aux champignons, eux autres, ces organismes-là, ils relâchent des acides ou des produits à l'extérieur pour faire une digestion extérieure pour ensuite absorber les éléments chimiques, les éléments nutritifs comme tels. Fait que tout ça, toutes les plantes inférieures, comme des champignons, les bryophytes, ben, ils n'ont pas c'est des invasculaires. Donc, pour se nourrir, il faut qu'ils relâchent des produits dans le milieu. Puis ces produits-là font détruire la roche-mère, la faire évoluer. Fait que c'est la première étape. La deuxième étape, c'est on construit, là, on vient de créer la roche-mère. Une fois que la roche-mère elle est créée, on vient la construire, le sol dessus. Fait que je me suis amusé à inventer une formule qu'un sol, c'est une fonction, le F veut dire fonction, du climat. Fait que si on part d'une roche-mère pareille, puis si on a un climat sec versus un climat humide, on n'aura pas le même sol en bout de ligne après la phase d'avoir construit dessus. Fait que le climat est super important. La nature de la végétation aussi est importante. Si on a une végétation coniférienne qui est plus acide qu'une végétation feuillue, les acides libérés par la décomposition de ce matériel-là vont faire évoluer le sol différemment, selon que ça soit coniférien ou feuillu. La nature de la roche-mère, on a-tu une roche-mère acide ou pas acide? On a-tu une roche-mère
Autrement dit, les tilles qui proviennent des basses terres du Saint-Laurent ou des tilles qui proviennent du bouclier canadien, ils ne seront pas pareils parce qu'on n'a pas les mêmes roches. Fait qu'on va avoir des roches plus acides dans le bouclier canadien que dans les basses terres du Saint-Laurent. La topographie aussi, si on est en haut d'une montagne ou on est en bas d'une montagne, le sol ne va pas évoluer pareil non plus parce que l'eau reste moins longtemps en haut des montagnes que dans le bas des montagnes, tout simplement. Et puis le A en dernier, c'est l'âge. Est-ce que le sol est jeune ou pas jeune? Fait que le temps qu'on va lui avoir laissé pour évoluer va aussi influencer. Fait qu'on change seulement un de ces 5 paramètres-là, on n'aura pas le même sol en bout de ligne. Fait que si on change le climat, si on change la nature de la végétation et ainsi de suite, c'est sûr que ça, c'est plus difficile à changer. La roche-mère et la topographie, ça ne change pas vraiment, mais on peut changer la végétation en faisant une coupe totale de la forêt ou en transformant une forêt en terre agricole, tout simplement. Puis avec les changements climatiques, il faut s'attendre que les sols vont évoluer aussi. Donc, quand on parle de sol, on parle d'un profil pédologique. À mesure que le sol évolue, il va s'épaissir et se différencier en différentes couches bien distinctes, mais souvent irrégulières. L'image que je fais ici, c'est qu'on voit LFH, A et B avec des différences d'épaisseur. C'est un peu pour ça que quand on faisait des coupes sur le terrain, quand vous êtes allé le faire au Mont-Bellevue et puis juste ici au Marais-Réalité, qu'on n'avait pas les mêmes épaisseurs, les mêmes horizons, juste à cause de la microtopographie, de ce qui se passe plus localement à ces endroits-là. Certains endroits, ça favorise l'accumulation, puis juste à côté, ça ne favorise pas l'accumulation, ce qui fait qu'on a des variations d'épaisseur distinctes, souvent irrégulières. Donc, les différentes couches d'un sol, on appelle ça des horizons, LFH, A, B et C et Z ou R, si vous préférez, c'est toutes des horizons. Puis l'ensemble de ces horizons-là, on appelle ça un profil. Fait qu'on est allé faire des coupes pour mettre en évidence le profil quand on est allé sur le terrain, comme tel. Ça fait que chaque horizon va se différencier par sa structure, les motons qui se forment dedans, les agrégats et ainsi de suite, par sa couleur. On va avoir des horizons blancs, des horizons rouges, des horizons jaunes, et ainsi de suite. Sa texture aussi, on va revenir souvent à la texture, c'est les pourcentages de sable, de limon et d'argile qu'on retrouve dans un sol. Et puis de sa composition chimique, biologique et minéralogique, autrement dit, c'est quoi qui se passe chimiquement, c'est quoi qui se passe avec les animaux, y a-t-il beaucoup de vers de terre, de bactéries, de champignons, et puis c'est quoi sa structure minéralogique aussi. Fait que le sol va finir par atteindre un état d'équilibre avec le climat, avec la végétation qu'il y a dessus. Cet équilibre-là, on appelle ça un pédoclimax. Climax pour dire équilibre, qu'on dit en écologie, que je vais y revenir, puis pédo pour le sol. Donc, si je résumais cette image-là, le processus de formation d'un sol, bien, on a la lithosphère, la roche en place, qui se désagrège ou qui est désagrégée par des glaciers et ainsi de suite, qui va laisser différentes tailles de particules. On a la biosphère qui va amener un apport de matière organique, feuilles, brindilles, tout le végétal plus l'animal. On va aussi avoir la météo, l'atmosphère qui va amener quantité de précipitation qui va créer ce qu'on appelle un lessivage, laver ces couches-là. Et puis les micro-organismes, la microfaune va amener une réaction chimique qui va faire évoluer le sol. Fait que, ici, ce que j'aimais de cette image-là, c'est que ça présente bien la lithosphère, la couche de roche, l'atmosphère, le climat qui va réagir, qui va permettre de réagir, de faire vieillir le sol, et puis la biosphère. Ceux qui se posent la question, c'est quoi la MOM? C'est la matière organique morte, tout simplement. Ici, c'est une image pour vous présenter qu'on ne peut pas dissocier l'évolution d'un sol avec l'évolution de l'écosystème en surface. Fait que si on prenait l'exemple ici d'une terre agricole ou d'un champ laissé libre, si un agriculteur arrête de faire l'agriculture dessus, bien, le champ ne va pas rester champ, au contraire, il va évoluer pour atteindre un état d'équilibre plusieurs centaines d'années plus tard. Fait qu'au début, on a des plantes pionnières qui vont s'installer, des plantes qui aiment ça la lumière, qui aiment ça des conditions plus sèches et ainsi de suite. Fait que tranquillement, ils vont être remplacés par d'autres espèces qui, eux autres, n'aiment pas ça être à la lumière et ainsi de suite pour atteindre à la fin un état d'équilibre qu'on appelle le climax.
Fait que ça, c'est l'évolution de l'écosystème. En dessous, on a l'évolution du sol, comme on le voit, qui commence très, très simplement, puis finit par des couches bien distinctes avec une structure, des couleurs, une texture différente, et ainsi de suite. Fait qu'on observe un développement conjoint du sol et de l'écosystème, même chose que je le dis. On part d'une roche-mère pour évoluer tranquillement vers un sol évoluer avec des racines bien installées, puis un système racinaire et ainsi de suite. Végétation pionnière, dans ce cas-là, ici, on est près un lichen pour une végétation climatique dans le sud du Québec, une érablière. Fait que la formation et l'évolution des sols sont inséparables de la formation et de l'évolution de l'écosystème. On va le voir dans le cours d'écologie à la prochaine session. Fait qu'il nous reste 5 minutes. Fait que les deux types d'horizons qu'on identifie par les lettres, les horizons organiques et les horizons minéraux. Fait que vous vous en rappelez, sur ces couches-là, on va avoir L, F et H, puis en dessous, on va avoir l'horizon A, puis l'horizon B, et puis une autre couche qui est la roche-mère comme telle. Donc, c'était pour vous présenter ça. Plus en détail, bien, L pour lisière, c'est des feuilles non décomposées. C'est facile à identifier, c'était la couche L, facilement reconnaissable. Donc, c'est des feuilles souvent de l'année qui viennent de tomber. Les feuilles, la couche F, c'est la couche qu'on va retrouver en dessous. Ça fait que si c'est en dessous, ça veut dire que c'est plus vieux, ça date de l'année d'avant ou 2 ans auparavant. Des couches de débris partiellement décomposées, donc un petit peu plus difficile à identifier. On est encore capable de le reconnaître, mais il reste que les limbes sont décomposés, il reste seulement les nervures ou à peu près chez les feuilles, ça fait que c'est plus difficile à identifier, mais c'est encore possible comparativement à la couche H où les structures sont plus du tout reconnaissables, c'est de l'humus qu'on appelle ou du compost. C'est une matière généralement noire ou brune, foncée, un peu pâteuse, comme du feutre ou à peu près qui s'écrase facilement entre les doigts. Puis c'est des éléments nutritifs complètement décomposés, la matière organique complètement décomposée, noire qu'on retrouve là. Puis quand on parle d'humus, un mot important, c'est l'humification, c'est le processus lent puis complexe qui rentre, suivant lequel la matière organique se recycle puis revient à l'état minéral. Fait que quand on met du compost dans nos plates-bandes ou dans nos jardins, bien, on rajoute de l'humus, on rajoute des éléments nutritifs aux plantes qui poussent là, tout simplement. Puis dans certains cas, on n'est pas capable de différencier le L, le F du H, comme dans des tourbières et dans des marécages. Fait que dans ce cas-là, on parle d'une couche O pour une couche organique, tout simplement. C'est pour préciser ça un peu. En dessous, on va retomber dans la première couche minérale. Puis cette première couche-là, c'est une couche qu'on dit de lessivage. En fait, c'est à cause de notre climat, qui est un climat, règle générale, très humide. Cette couche-là se fait laver par l'eau de précipitation. C'est comme si on faisait du café. L'eau rentre de percolation, rentre, s'écoule, puis vient laver. Donc, vient appauvrir en éléments nutritifs ou tous les éléments qui sont en suspension dans le sol. Puis c'est quoi? Ben, c'est de l'argile, des petites particules fines, de la matière organique, du fer, de l'aluminium vont être lavés de cette couche-là. Ça fait que la couche A, on l'appelle une raison d'éluviation ou d'appauvrissement. Fait qu'à cause de ça, ben, ça finit par laver le sol qui va lui donner une couche grisâtre, souvent cendreuse, sous notre climat plus pluvieux. En dessous, ben, tout ce qui est lavé dans le A va s'accumuler dans le B. Fait que c'est pas de l'éluviation dans ce cas-là, c'est de l'illuviation, c'est de l'accumulation. Puis on accumule quoi? Ben, de la matière organique, de l'argile, du fer, de l'aluminium, tout ce qui est lavé en surface s'accumule là. Puis en dessous, ben, on va trouver C, je ne l'ai peut-être pas bien dessiné ici, là. En dessous, on va trouver la couche C, qui est, règle générale, les dépôts superficiels. Des tiles, pour une majorité, c'est la zone inaffectée par les processus pédogénétiques agissant dans le A et dans le B, où on retrouve le matériel géologique partiellement altéré qui a donné naissance au sol, c'est les dépôts superficiels. Ça peut être des dunes, ça peut être des moraines, ainsi de suite, des dépôts glaciaux lacustres qu'on va retrouver dans le fond des lacs, et ainsi de suite. C'est d'autres couches, il n'y a pas de réactions pédologiques qui sont dans cette couche-là.
Fait qu'en dessous de ça, on va retrouver R, qui est le substrat rocheux comme tel. Fait que le matériel ici, on parle de matériel parental, ou la couche C, la roche-mère, roche-mère parentale, comme vous le voyez. Fait que si c'est des sables, ça peut être une plage, ça peut être une dune, et ainsi de suite. Puis le substrat rocheux, c'est la roche en place qui est là, le bouclier canadien, les roches du bouclier canadien, et ainsi de suite. Je vais essayer de finir ça. Il ne nous reste plus grand temps. Pour mieux identifier et caractériser les sols, on met souvent à côté du A et du B des petites lettres minuscules pour caractériser chimiquement un peu ce qui se passe. Fait que AE pour dire de l'éluviation, on lave plus, BT pour dire qu'on enrichit en argile, une couche B plus riche en argile, comme on le voit ici, un BT à cet horizon-là. Tandis qu'un AE qu'on va retrouver ici, un petit peu plus blanchâtre, pour dire qu'il a été lavé. Alors, je bip, ça fait 20 minutes. Je vais essayer de finir ça avant de finir notre vidéo qui est là. C'est ça. Quand j'ai fini, on prend une petite pause et puis on continue à la prochaine vidéo. Sur ça, les amis, lâchez pas. Puis je vais vous faire une deuxième vidéo en même temps, mettre fin à la réunion.